Mon mari a mis son téléphone en mode ne pas déranger pour retrouver son ex à une fête pendant que j'étais en train d'accoucher, mais aujourd'hui, c'est lui qui rattrape son retard en pension alimentaire après le divorce. La semaine dernière, j'ai mis au monde mon magnifique petit garçon, et même si j'aimerais pouvoir dire que l'expérience a été magique, la vérité est que l'accouchement a été absolument brutal. J'ai enduré une douleur immense. Et même si je savais déjà que ce serait difficile, j'avais absorbé toutes les informations possibles sur ce que signifie devenir mère, le vivre soi-même est une leçon qui reste gravée à jamais. C'était si insupportable que je n'ai aucun point de comparaison. Les contractions arrivaient par vagues, chacune plus intense que la précédente, et j'ai sincèrement eu l'impression que mon corps se déchirait. J'avais entendu des récits sur la douleur de l'accouchement, mais rien ne prépare vraiment à cette épreuve. On ne comprend ce que ces femmes ont enduré qu'en le vivant soi-même. Je me souviens avoir agrippé le lit d'hôpital si fort que j'ai cru pouvoir le plier. Tout ce que je voulais, c'était que cela se termine. Et même si je savais que cette douleur allait me permettre de donner naissance à mon fils, sur le moment, cela ne rendait rien plus facile. Peu importe combien de fois les infirmières tentaient de me réconforter avec des mots doux, la douleur brouillait tout. Comme si cette souffrance ne suffisait pas, ce qui a rendu le moment encore plus cruel, c'est que mon mari, Nico, n'était pas à mes côtés. Il n'était pas là du tout, pas même pour me tenir compagnie ou m'offrir un peu de soutien émotionnel. Je me suis senti si seul dans cette salle d'accouchement, entouré d'infirmières et de médecins, mais privé de la présence de la personne qui aurait dû être là plus que quiconque. Pour donner un peu de contexte, Nico et moi étions mariés depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un supermarché, ce qui n'est pas très courant, lorsqu'il m'a aperçu et a décidé de venir me parler. Au début, je n'étais pas complètement convaincu. Nous sommes sortis ensemble plusieurs fois, et même s'il était gentil, je n'étais pas certaine qu'il soit fait pour moi. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est son honnêteté. Il n'a jamais abandonné, et il y avait quelque chose de sincère dans la manière dont il se comportait avec moi. J'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel, où la stabilité n'était qu'un rêve. Mes parents avaient une relation très toxique, et cette instabilité a laissé une profonde empreinte sur moi. C'est pourquoi j'ai toujours recherché un sentiment de sécurité, trouver quelqu'un qui me ferait sentir protégé et en sécurité. Au début, Nico m'apportait cela. Il était constant, fiable, et tellement différent de ce que j'avais connu. C'est aussi pour ça qu'il m'a été difficile de me connecter à lui, à cause de mes propres insécurités. Finalement, nous avons emménagé ensemble, tout en gardant des finances séparées. À l'époque, cela semblait logique. Nous avions chacun notre travail, nos responsabilités, et nous voulions conserver une certaine indépendance malgré notre relation. Puis est venu le mariage, que je ne m'attendais pas à vivre, mais lorsqu'il m'a demandé ma main, à ce moment précis, j'étais sûr de mon choix car je l'aimais. Jusqu'à l'année dernière, je n'avais aucune raison de remettre cette décision en question. Il était un bon mari à l'époque, il aidait à la maison, il était affectueux, et il prenait soin de moi. Jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir choisi le bon partenaire pour la vie. Tout a changé l'année dernière, lorsque Nico a perdu son emploi. C'est là que notre relation a commencé à s'effondrer, et que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Si je pouvais donner un seul conseil à toute femme envisageant le mariage, ce serait celui-ci, ne te marie pas avec un homme avant d'avoir vu comment il agit lorsqu'il est au plus bas. C'est une facette que je n'avais jamais vue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si j'avais su comment Nico allait réagir face à l'adversité, comment il allait changer en affrontant l'échec, je ne l'aurais jamais épousé. Perdre son travail l'a transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Au début, j'ai essayé de faire preuve de compréhension. Perdre un emploi est difficile, et je savais qu'il se sentait perdu, peut-être même honteux. Mais au lieu de profiter de ce temps pour se recentrer et chercher une nouvelle opportunité, il a laissé la rancœur s'installer. J'étais très investi dans mon propre travail et, au pire moment possible, quelques semaines après qu'il ait perdu son emploi, j'ai reçu une promotion. Au lieu d'être heureux pour moi, surtout que cela nous aidait financièrement, il a commencé à m'en vouloir. Il s'énervait pour tout, surtout quand on abordait l'argent ou le travail. Puis sont venues les crises de jalousie. Soudainement, tout ce que je faisais était suspect. Si je sortais avec des amis ou que je passais du temps avec des collègues, il m'accusait de le négliger, ou pire, de le tromper. Je ne lui ai jamais donné la moindre raison de douter de moi, jamais rien fait de suspect, mais cela ne l'a pas empêché de devenir paranoïaque. Il a commencé à fouiller dans mon téléphone en cachette, à lire mes messages, à surveiller mes réseaux sociaux. Il a même regardé dans mon ordinateur à quelques reprises. Il n'y avait rien à découvrir, donc je ne l'en ai pas empêché. Cela ne me semblait pas juste, mais je n'avais rien à cacher. Je pensais que s'il voyait cela, il se calmerait. Mais peu importe les preuves de ma fidélité, son insécurité ne faisait que grandir. J'ai tout fait pour soutenir Nico durant cette période difficile. Je l'encourageais à postuler, je lui envoyais des offres d'emploi, tout ce que je pouvais. Il postulait, mais les refus successifs ne faisaient qu'empirer la situation. Chaque échec le faisait sombrer un peu plus. Cela se voyait sur son visage, dans sa manière d'être, il souffrait. Au lieu de persévérer, il s'est isolé. Il ne prenait plus soin de lui.
Il ne se rasait plus, changeait rarement de vêtements, et la plupart du temps, il ne se douchait même plus. Au début, il aidait encore un peu à la maison, faire la vaisselle, sortir les poubelles, faire le lit, mais avec le temps, il ne faisait plus rien du tout. Ses journées se résumaient à jouer aux jeux vidéo et à regarder la télévision. C'était sa seule échappatoire. Je rentrais du travail, épuisé, et je le retrouvais exactement là où je l'avais laissé le matin, sur le canapé, manette en main, les yeux rivés à l'écran. L'appartement était un vrai désastre, l'évier débordait de vaisselle sale, les vêtements s'entassaient, la poussière recouvrait les meubles et c'était toujours à moi de tout gérer. Lui demander de l'aide, ironiquement, ne servait à rien. Cela ne faisait qu'envenimer les choses. J'étais épuisé, mentalement et physiquement. J'avais l'impression de porter le poids de 2 personnes pendant qu'il fuyait la réalité. Je gardais espoir que les choses s'améliorent, qu'il se réveille et prenne conscience, mais au lieu de cela, tout a pris un tournant encore plus inattendu. Du jour au lendemain, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes, Nico a commencé à insister pour qu'on ait un enfant. Il est devenu obsédé par cette idée, il en parlait constamment et me disait à quel point il voulait devenir père. Et même si j'avais toujours rêvé de devenir mère un jour, je savais que ce n'était absolument pas le bon moment. J'avais besoin qu'il se reprenne d'abord, qu'il retrouve un travail stable, qu'il me montre qu'il pouvait redevenir un partenaire responsable. Mais chaque fois que j'essayais de lui expliquer ça, il insistait en disant que le temps pressait et qu'on ne devait plus attendre. Il a même commencé à utiliser mon âge contre moi, en me rappelant que mon horloge biologique tournait. Il essayait de me convaincre que même s'il ne trouvait pas un emploi bien rémunéré, il accepterait n'importe quel travail, même mal payé, juste pour rapporter un peu d'argent. Mais au fond, je savais que ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de responsabilité, de maturité, de stabilité émotionnelle, et à ce moment-là, Nico ne possédait rien de tout ça. Comment aurions-nous pu élever un enfant s'il n'était même pas capable de prendre soin de lui-même? Puis, il y a 9 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai été incroyablement surprise, j'avais toujours été prudente, ou du moins je le pensais, mais d'une façon ou d'une autre, c'est arrivé. De son côté, Nico était ravi. Dès l'instant où je lui ai annoncé ma grossesse, son humeur a complètement changé. Il n'arrêtait pas de sourire et a immédiatement commencé à appeler la famille pour partager la nouvelle. Il disait à tout le monde à quel point il était heureux de devenir père, que c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. En voyant son enthousiasme, j'ai voulu croire que c'était peut-être le déclic dont il avait besoin. Que ce bébé allait le motiver à se reprendre en main, à retrouver le contrôle de sa vie, et à redevenir l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais au fil des mois, j'ai réalisé que rien n'avait changé, absolument rien. Nico n'avait toujours pas trouvé d'emploi. Il continuait à passer ses journées à jouer aux jeux vidéo et à ne rien faire. Et chaque fois que je lui rappelais sa promesse, qu'il avait lui-même dit qu'il accepterait n'importe quel travail juste pour contribuer, il se fâchait et m'ignorait. Il insistait sur le fait qu'il ne voulait pas se contenter de n'importe quoi, qu'il voulait un poste équivalent à celui qu'il avait perdu. Tout cela a mené à des disputes constantes, au cours desquelles il me manipulait émotionnellement pour me faire croire que j'étais irrationnel de lui demander de commencer à gagner de l'argent. Il répétait sans cesse que je ne comprenais pas, que je ne savais pas à quel point il était difficile de trouver un bon emploi en ce moment. Il disait attendre la bonne opportunité, mais cette opportunité n'est jamais venue. Les mois ont passé et il n'a rien fait pour améliorer notre situation. Pendant ce temps, j'étais enceinte, épuisée, et je portais tout le poids du quotidien. Je payais toutes les factures, je gérais la maison, et en plus, je portais notre enfant. C'était trop, alors j'ai fini par poser des limites. Il y a quelques mois, à ce moment-là, Nico vivait pratiquement comme un mari au foyer sans la moindre responsabilité. Alors je lui ai dit clairement, si tu ne contribues pas financièrement, tu dois au moins t'occuper de la maison. C'était le strict minimum. Ce n'était pas normal que je travaille toute la journée, que je rentre épuisé, et que je doive en plus nettoyer derrière lui. S'il passait ses journées à la maison, la moindre des choses était de faire en sorte que l'appartement ne ressemble pas à un champ de bataille. Bien sûr, il a essayé de discuter. Il disait qu'il ne savait pas faire le ménage, comme si j'étais censé croire qu'il ne savait pas faire la vaisselle ou un lit. C'était un adulte, pas un enfant. Je lui ai dit franchement, tu es un adulte. Tu peux apprendre. Et si vraiment il se sentait incapable, alors il pouvait utiliser son propre fonds d'urgence pour engager une femme de ménage, parce que je n'allais plus tout faire toute seule. À contre-cœur, il a accepté. Et ces derniers mois, il a commencé à faire un peu plus à la maison, même si c'était évident que ça ne lui plaisait pas. Et pour être honnête, il n'était pas très bon non plus. Il a ruiné des lessives plus de fois que je ne peux compter, mélangeant les blancs et les couleurs, rétrécissant les vêtements, mettant trop de lessive. Je dois sans cesse lui rappeler de remplir le lave-vaisselle, et même là, il oublie parfois. Il me dit que faire le ménage le fait se sentir moins homme, que c'est humiliant pour lui. Il est tellement complexé à ce sujet qu'il m'a supplié de ne le dire à personne, parce que selon lui, ça le fait passer pour un raté qui reste à la maison. La semaine dernière, la date prévue de l'accouchement est enfin arrivée, ce moment que j'attendais avec autant d'impatience que d'angoisse,
car je savais que j'aurais besoin de tout le soutien possible. J'avais prévenu Nico bien à l'avance qu'il devait être là pour moi. Ce n'était pas une demande, c'était du bon sens. J'allais donner naissance à notre enfant, et j'avais besoin qu'il soit à mes côtés. Mais quelques jours avant, Nico m'a lâché une bombe. Il m'a annoncé qu'il avait prévu d'assister à une fête d'anciens étudiants, organisée par l'un de ses anciens camarades de fac, où tous ses amis d'université se retrouveraient. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Une fête de fac? Juste au moment où notre bébé pouvait arriver à tout instant? Mais non, il était tout à fait sérieux. Il disait qu'il n'avait pas vu ses amis depuis longtemps et qu'il avait vraiment envie d'y aller, même si ce n'était que pour quelques heures. Je lui ai dit clairement, j'ai besoin que tu sois là. Et si ma poche des os se rompait, qui m'emmènerait à l'hôpital? Mais il m'a supplié de le laisser y aller. Il m'a juré encore et encore qu'il garderait son téléphone sur lui et qu'il répondrait immédiatement si j'avais besoin de lui. Pour me rassurer, il a même appelé sa mère pour lui demander de venir rester avec moi au cas où le travail commencerait pendant qu'il était absent. Et puis il m'a fait une promesse, si ma poche des os se rompait, il partirait immédiatement pour me rejoindre à l'hôpital. Eh bien, devinez quoi? Moins de 3 heures plus tard, ma poche des os s'est rompue. La panique m'a aussitôt envahi. C'était le moment de vérité, voir si Nico allait vraiment être là pour moi au moment le plus crucial de ma grossesse. J'ai commencé à appeler Nico frénétiquement, espérant qu'il réponde tout de suite, comme il l'avait promis. Mais il ne répondait pas. Son téléphone tombait directement sur la messagerie. J'ai rappelé, messagerie encore. J'ai envoyé message sur message, aucune réponse. J'ai continué à appeler, laissant des messages désespérés pour lui dire que le bébé arrivait et qu'il devait me rejoindre à l'hôpital au plus vite. Toujours rien. J'étais terrifié. C'était censé être l'un des moments les plus importants de notre vie, et la personne qui aurait dû être à mes côtés ne répondait pas. Heureusement, ma belle-mère est restée calme et m'a aidé à monter dans la voiture. Elle m'a conduite patiemment à l'hôpital pendant que je me tordais de douleur sur le siège, tenant mon ventre, essayant de respirer, et malgré tout, je continuais à appeler Nico sans relâche. Mais il n'a jamais répondu. Pas une seule fois. Comme vous le savez déjà, j'ai accouché de notre fils sans lui. Ce n'est pas mon mari, mais ma belle-mère qui m'a tenu la main. C'est elle qui m'a consolé quand je n'en pouvais plus, qui m'a dit que j'étais forte et que j'allais y arriver. Elle était aussi furieuse contre Nico que moi. Comment pouvait-il ne pas être là? Comment pouvait-il ignorer tous mes appels? Où était-il passé, bon sang? Toute la nuit, Nico était injoignable. Ce n'est qu'au petit matin, bien après la naissance, que Nico a enfin vu mes messages et s'est précipité à l'hôpital, jouant les hommes inquiets. Vous vous dites peut-être qu'au vu des circonstances, ses premiers mots auraient au moins été des excuses. Qu'il aurait au moins tenté de m'expliquer qu'une mouette avait avalé son téléphone ou qu'il s'était perdu dans la forêt. Je ne sais pas, une excuse absurde aurait été meilleure que ce qu'il m'a dit. Mais non. Lorsque je lui ai demandé une explication, il n'a cessé de répéter la même chose, il avait perdu la notion du temps. Perdu la notion du temps? Comme si je lui demandais pourquoi il était en retard pour dîner, pas pourquoi il avait raté la naissance de son enfant. J'étais hors de moi. J'étais si en colère et ma tension si élevée que j'ai cru que l'une de mes artères allait exploser en pleine figure de Nico. Et le regard qu'il m'a lancé n'a rien arrangé. Il me regardait avec incrédulité, parce que j'étais en colère contre lui. Disons simplement qu'il a eu de la chance qu'il n'y ait pas de scalpel à portée de main. Je lui ai montré mon téléphone, mes 25 appels manqués, mes 50 plus messages. Je lui ai demandé, comment tu peux ignorer tout ça? Qu'est-ce que tu faisais, bon sang? Et c'est là que Nico a avoué, il avait mis son téléphone en mode ne pas déranger. Mais comme ça ne me suffisait pas, il a tenté de se justifier. Il disait qu'il était déprimé depuis des mois, mais que revoir ses amis d'université lui avait fait du bien. Qu'il n'avait pas regardé son téléphone, qu'il n'avait même pas imaginé que j'allais accoucher parce qu'il pensait qu'on avait encore du temps. Il ne cessait de répéter que ce n'était pas si grave, que sa mère était avec moi et qu'il voulait juste une soirée sans distraction, que revoir de vieux amis n'était pas un crime. Ce ne le serait pas, si ta femme n'était pas en train d'accoucher. Mais la laisser seule pour aller faire la fête et ignorer ton téléphone, c'est le summum de l'égoïsme. Après ça, on a eu une énorme dispute. Et depuis ce jour, j'ai refusé qu'il reste avec moi ou qu'il voie notre fils. Je lui ai demandé d'aller vivre chez sa mère quelques jours, car sa simple présence me dégoûtait. Ma belle-mère est elle aussi furieuse contre lui, elle lui adresse à peine la parole depuis cette nuit-là, et je sais qu'elle est aussi déçue que moi. Quand quelqu'un se plante et que tout le monde le lui fait remarquer, on pourrait croire qu'il finirait par comprendre. Eh bien, ce n'est pas le cas de Nico. Il pense toujours que je réagis de manière excessive. Il me dit que sa mère et moi sommes trop durs avec lui, qu'il a juste profité d'une fête, et que je dois simplement lui pardonner. Il jure que ses actes étaient sans conséquence et que je devrais le laisser voir son fils. Je n'en ai pas encore parlé à beaucoup de gens, alors je pose la question ici, est-ce que c'est moi la méchante de ne pas vouloir pardonner au père de mon enfant? Mise à jour 1. J'ai lu vos commentaires et je prends le temps de réfléchir à tout ça. Je ne peux pas ignorer la possibilité que Nico ait volontairement saboté ma contraception pour me faire tomber enceinte.
J'avoue que je n'avais jamais envisagé cette idée avant, mais après avoir lu certains de vos messages et repensé à notre situation, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'il pourrait bien y avoir du vrai là-dedans. Il est clair que Nico voulait me piéger avec un bébé. Il est au chômage depuis un bon moment maintenant, et pendant tout ce temps, c'est moi qui l'ai entièrement soutenu. Il sait parfaitement la chance qu'il a d'être avec moi, il ne travaille pas, ne paie pas les factures, fait à peine quelques tâches ménagères, et pourtant il vit confortablement parce que je m'occupe de tout. Ce ne serait pas exagéré de penser qu'il a peut-être voulu me faire un enfant pour que je ne pense même plus à le quitter. Un bébé, ça aurait signifié que je serais lié à lui pour toujours. Et si c'est vraiment ce qu'il s'est passé, je ne sais même pas quoi dire. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je ne peux pas lui pardonner. Il a aussi manqué la naissance de notre enfant. C'était lui qui voulait tellement devenir père, qui insistait pour qu'on ait un bébé, et pourtant, il n'était pas là quand on avait le plus besoin de lui. Rien que ça, c'est déchirant. Et maintenant, il y a autre chose qui ne me quitte pas, un affreux pressentiment, Nico me cache quelque chose. Il répète sans arrêt qu'il s'est juste laissé distraire à la soirée et qu'il a perdu la notion du temps, mais je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Nico m'avait promis qu'il répondrait à mes appels quoi qu'il arrive. Même quand il était ivre, il a toujours décroché quand j'appelais. Alors qu'est-ce qui était différent cette fois? Qu'est-ce qui aurait pu être si important, si distrayant, qu'il n'ait même pas regardé son téléphone pendant des heures pendant que j'étais en train d'accoucher? Et puis il y a ce détail. Le détail qui me hante depuis que j'ai appris pour la fête. Son ex était là aussi. Cette femme était soi-disant l'amour de sa vie, avant qu'elle ne le trompe et le quitte pour un autre. Mais ce soir-là, elle était à la soirée. Je l'ai découvert en regardant des photos postées par ses amis sur les réseaux sociaux. J'ai fouiné sur le profil de son ex, et elle est maintenant divorcée. Et je sais pertinemment que Nico a encore des sentiments pour elle. Il ne l'a jamais dit clairement, mais je le vois. Je le vois dans la façon dont il parle d'elle, dans la manière dont il la mentionne au hasard, dans sa réaction dès que quelqu'un prononce son nom. Et maintenant que je sais qu'elle était là ce soir-là, je ne peux m'empêcher de me demander, était-ce elle, la distraction? Mise à jour 2. Je le savais. Je savais que quelque chose clochait. Je savais qu'il me cachait quelque chose. Et maintenant, après tous mes soupçons, tous mes doutes, j'ai enfin la vérité. Nico m'a trompé. Ce soir-là, pendant que j'étais seul à accoucher, il n'était pas simplement en train de boire avec des amis, il était avec elle. Il était avec son ex adoré. Et comme je le soupçonnais, ils se sont embrassés. La raison pour laquelle il avait mis son téléphone en mode ne pas déranger, ce n'était pas juste pour profiter de la soirée avec ses amis, c'était pour passer un moment tranquille avec elle. Il voulait une nuit sans distraction, avec elle. Il ne voulait clairement pas de message de sa femme enceinte, ni d'appel de la femme qui portait son enfant, ni de rappel qu'une famille l'attendait. Parce que dans ce moment-là, il s'en fichait complètement. Pendant tout ce temps, à chaque fois que je lui ai parlé de cette soirée, il s'est moqué de moi et m'a menti en face. J'étais juste avec des potes, disait-il. Tu dramatises, chérie. Tu fais toujours ça. Pourquoi tu fais une montagne de rien du tout? Il m'a fait me sentir folle. Comme si j'étais une femme enceinte paranoïaque et hystérique qui s'inventait des problèmes. Mais comme un chien avec un os, je n'ai pas lâché. J'ai écouté mon instinct et je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il craque. Si je n'avais pas insisté, il n'aurait jamais avoué. Je suis écœuré. Je ressens une rage que je ne peux même pas exprimer. Et même après avoir admis qu'il m'avait trompé pendant que je donnais naissance à notre enfant, il refuse toujours d'assumer. Il continue de dire que ce n'était qu'un baiser et rien de plus. Un baiser, c'est déjà bien assez grave, mais je ne crois même pas que ce soit tout. Il a perdu la notion du temps à cause d'un simple baiser. Il devait être très intense, peut-être un baiser à des endroits que vous pouvez imaginer. Il m'a déjà menti une fois, que cache-t-il encore? Et pour couronner le tout, il me rejette la faute. Oui, vous avez bien lu. Il ne cesse de me répéter que notre mariage était malheureux, qu'il voulait juste se sentir bien pour une fois. Que revoir son ex a ravivé de vieux sentiments, qu'elle lui a rappelé une époque où il se sentait comme un homme qui prenait soin de quelqu'un, et qu'avec moi, il ne se sentait plus comme ça depuis longtemps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il insiste pour dire qu'il ne regrette rien. Je le répète, pendant que j'étais en train de donner naissance à notre bébé, son père, mon mari, embrassait une autre femme et estime que ce n'est pas si grave. Et encore, c'est si on croit à son histoire, qui a plus de trous que ses vieux caleçons. Maintenant, je peux le dire avec certitude, c'est terminé. Et vous savez quoi? Je ne vais pas partir en silence. Je vais le faire payer pour ce qu'il m'a fait, et il ne va pas aimer avoir voulu me piéger avec un bébé. J'ai raconté à mes beaux-parents ce que Nico avait fait, et ils sont aussi écœurés que moi. Ma belle-mère lui a clairement dit qu'il devait partir et trouver un logement, parce qu'elle ne comptait pas continuer à héberger un homme infidèle, sans emploi, pathétique, qui a détruit sa propre famille. Elle est aussi furieuse que moi. Pendant que j'écris tout ça, je suis brisé. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il profité de moi ainsi? Et maintenant, à cause de lui, il a tout perdu. Il n'a plus de femme, plus de foyer, plus de famille. Je lui ai tout donné pendant des années.
Je l'ai soutenu quand il n'avait rien. J'ai porté cette relation à bout de bras pendant qu'il ne faisait rien. Il dit qu'il ne regrette rien, mais on verra combien de temps ça dure quand je le tiendrai responsable de tout. On verra s'il assume encore ses actes quand tout s'écroulera autour de lui. Mise à jour 3. J'avais repoussé le moment de m'asseoir pour écrire ça, mais maintenant que j'ai commencé, je vais tout vous dire. La chose la plus importante d'abord, mon fils et moi allons bien. En fait, on va même très bien. J'ai déménagé dans un nouvel endroit, un nouveau départ, juste pour nous deux. C'était en partie un choix pratique, me rapprocher de ma famille pour qu'il puisse m'aider avec mon fils, parce que je n'allais certainement pas compter sur Nico. Nous sommes officiellement divorcés maintenant, et j'en ai enfin fini avec les avocats et mon ex-mari. J'ai dû presque enterrer le stylo quand j'ai signé les papiers. Mais ça m'a fait du bien, il était temps d'en finir avec cet homme inutile. Et puis il y a cette partie, celle qui m'a brisé au début mais que je réalise maintenant être pour le mieux, mon ex a complètement abandonné notre fils. Il m'a cédé la garde exclusive parce que, accrochez-vous bien, son ex est maintenant enceinte de son enfant. Oui, la même ex avec qui il m'a trompé. Il se remet avec elle maintenant qu'elle attend son bébé. Vous vous souvenez de quand il jurait qu'ils n'avaient jamais couché ensemble? Peut-être que je n'ai pas bien suivi les cours d'éducation sexuelle, mais apparemment, il y a une nouvelle façon de tomber enceinte en s'embrassant. Il a embrassé un ovule? Il m'a peut-être menti en disant que ce n'était qu'un baiser, mais sur ce point, il ne peut pas mentir. Je ne sais pas ce qui est plus pathétique, abandonner ses droits parentaux ou retourner auprès d'une femme qui t'a trompé. Je sais que je ne retournerai jamais avec Nico, mais lui, on dirait qu'il rampe aux pieds de son ex. Je suis tellement soulagé de ne jamais avoir cru à ses mensonges. Si j'étais resté avec lui, je serais complètement anéanti par cette nouvelle. Au début, je n'arrivais même pas à y croire, le fait qu'il ait volontairement choisi de renoncer à ses droits parentaux sur notre fils. Mais ensuite, ça m'a frappé. C'est ça, sa vraie nature. Un homme égoïste, faible et irresponsable, qui n'a jamais mérité d'être père. Et s'il est aussi prompt à couper les ponts avec son propre fils, alors honnêtement, je préfère élever mon enfant sans lui. Mon bébé mérite bien mieux qu'un père qui le considère comme un inconvénient. Mais ne vous inquiétez pas, il paie quand même. Renoncer à ses droits parentaux ne l'exonère pas de la pension alimentaire. Même s'il veut faire comme si notre fils n'existait pas, j'ai fait en sorte qu'il verse une pension chaque mois. Il a peut-être fui ses responsabilités de père, mais il n'échappera pas à ses obligations financières envers l'enfant qu'il a contribué à mettre au monde. Et croyez-moi, il a essayé d'y échapper en réclamant un test de paternité, mais la science a parlé, et maintenant il devra payer jusqu'aux 18 ans de mon fils. Un point positif dans tout ça? Mes anciens beaux-parents continuent de me soutenir, même après le divorce. Ils n'ont pas tourné le dos à leur petit-fils et sont toujours présents pour lui. Ils l'aident de temps en temps, et leur amour pour lui est sincère, ce pourquoi je leur serai toujours reconnaissante. Au moins, je sais que mon fils aura toujours des grands-parents aimants à ses côtés, même si son propre père a choisi de l'abandonner. Mise à jour 4. Nico et son ex se sont mariés peu de temps après notre divorce. Beaucoup pensaient que l'enfant de sa femme n'était pas de lui, que ce serait le karma. Mais le vrai karma, c'est que le bébé est bien de lui, et que sa femme l'a trompé à nouveau avant de demander le divorce. D'après ce que m'a dit mon ex-belle-mère, les deux événements n'étaient même pas liés. Malgré l'infidélité, Nico voulait quand même que ça fonctionne entre eux. Peut-être qu'il se disait, jamais 203. Mais elle a été très claire, elle ne voulait pas rester avec un homme qui refuse de travailler. Il est toujours au chômage et reproduit le même schéma qu'avec moi, il ne travaille pas, ne contribue à rien, attend simplement qu'on le prenne en charge. Le versement de la pension alimentaire que je lui impose est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il ne cherchait pas de travail, en plus de sa tendance naturelle à vivre en parasite. Mais maintenant, il va devoir payer une pension pour 2 enfants, et il n'a nulle part où vivre. La seule façon d'y échapper serait de vivre dans la rue, mais connaissant Nico et son goût pour le confort, ça n'arrivera pas. Il va devoir trouver un boulot pour se prendre en charge et subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Moi, j'appelle ça du karma. Et maintenant, il regrette tout. Il l'a dit à sa mère, qui lui a répondu qu'il n'était plus le bienvenu chez elle tant qu'il n'aurait pas trouvé un travail et payé toutes les pensions en retard. Son père, quant à lui, a été plus direct. Il lui a dit « Fils, commence à agir comme un homme et arrête de faire n'importe quoi. Et pendant que tu y es, essaie de te faire pousser une paire. Mon exemple n'a jamais été de supplier une femme qui t'a trompé pendant que tu trahissais ta femme. Tu me fais honte. C'est tout pour l'instant. J'espère que les versements de la pension continueront d'arriver dans les mois à venir, et si possible, plus tôt. Eddie, les paiements de la pension ont déjà commencé à arriver, y compris les arriérés.